mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer cette deuxième table ronde avec, comme dans les bonnes courses, un handicap, puisqu'on commence avec quelques minutes de retard. Donc on va s'attacher, grâce à la présidente de BADEF, mais la question le méritait, et donc je me réjouis que l'on puisse prendre dans ce deuxième temps de la matinée la problématique qui vient s'inscrire, je crois, assez logiquement dans la suite de ce qui a été débattu précédemment, qui est, et d'ailleurs qui a été fait écho pendant les interventions, sur les nouveaux enjeux de la rémunération. Alors, j'ai le plaisir et l'honneur d'être entouré de Jacques Battistoni, président du syndicat MG France, donc représentant les médecins généralistes, avec d'autres organisations, mais représentant particulièrement les médecins généralistes. Natacha Lemaire, qui est rapporteure générale du comité stratégique de l'innovation en santé au ministère des Solidarités et de la Santé, et qui a la lourde tâche de porter notamment la mise en œuvre d'un célèbre article 51 sur lequel nous reviendrons. Et Nicolas Revel, qui n'est pas nécessaire de présenter, qui est le directeur général de la CNAM et par la même occasion de l'UNCAM, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et qui a donc la lourde responsabilité de négocier avec Jacques Battistoni et d'autres les conventions d'exercice professionnel, ainsi que ce soit pour les médecins ou pour les autres professions de santé. Alors, la question de la rémunération est évidemment une question centrale, comme toujours le financement dans le système de santé, que ce soit le financement individuel, le financement collectif ou le financement du système lui-même. Quelques mots très rapides d'introduction. C'est pourquoi y consacrer une table ronde. C'est tout d'abord évidemment un élément structurant du système pour son organisation comme ses pratiques. Le financement incite à l'activité dans un sens ou dans un autre. Mais au-delà de cet élément économique évident, c'est une composante identitaire de l'exercice professionnel, particulièrement en matière de profession de santé. C'est évidemment une clé pour la dépense de santé, et donc un élément de la maîtrise des dépenses de santé, qui, comme chacun le sait, est une composante tout à fait importante de la politique de santé. Et puis, c'est une condition de l'accès aux soins pour les patients, pour les usagers du système de santé. Et nous aurons cet après-midi l'intervention du président de France Assos Santé. Donc cette préoccupation est évidemment essentielle. Si on veut retracer rapidement la place de la rémunération, pour que je puisse laisser la parole aux trois intervenants sur les nouveaux enjeux de cette rémunération, je dirais que l'obsession originelle, quand on remonte au XIXe siècle au sein du corps médical, les autres professions de santé ne sont pas encore nées, c'est le niveau de la rémunération et son recouvrement en l'absence de protection sociale. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire une citation du concours médical de 1884, et dans lequel des échanges épistolaires très importants étaient publiés. Et un médecin écrivait « On ne saurait en effet avoir la prétention d'unifier les tarifs dans toute la France. On doit tenir compte des usages reçus qu'on ne saurait, sans inconvénient grave, bouleverser d'une façon complète du jour au lendemain. Ce qu'il faut avant tout, c'est améliorer nos tarifs quand ils sont trop peu rémunérateurs et surtout procéder avec méthode pour obtenir des recouvrements aussi exacts qu'il est possible. » Donc cette question du recouvrement, du paiement du médecin dans une France sans protection sociale a vraiment été essentielle. Le deuxième temps de la construction de la rémunération au sein des professions de santé, c'est, je l'évoquais, la construction identitaire au XXe siècle des professionnels de santé, notamment des médecins, autour du paiement à l'acte, de l'entente et du paiement direct. Je rappelle que la charte de la médecine libérale de 1927 affirmait parmi ces 7 principes principe numéro 3, le droit à des honoraires pour tout malade soigné, toujours la nécessité de la rémunération, et point 4, le paiement direct par l'assuré, en prenant pour base minimum les tarifs syndicaux. Voilà le point de départ d'une construction avec les partenaires, avec les pouvoirs publics, et j'allais dire les partenaires sociaux, ça viendra un petit peu plus tard, puisque 1927, la charte est inventée parce que, après le retour de l'Alsace-Lorraine dans le giron national, les lois bismarckiennes doivent être soit étendues, soit supprimées, et le choix qui sera fait avec la loi de 1928, c'est d'étendre à l'ensemble du territoire national les assurances sociales, et donc la question du paiement, et notamment du tiers payant, qui était applicable dans les lois bismarckiennes, va se poser, d'où cet article. Et l'article L162-2 du Code de la sécurité sociale, qui a été rappelé tout à l'heure, consacre
ce caractère identitaire, puisque le paiement direct des honoraires par le malade reste, dans le code de la sécurité sociale actuel, un principe déontologique fondamental, comme l'a rappelé le professeur Truchet, et ce principe déontologique fondamental n'a pas été remis en cause, même avec le vote de la loi de 2016, prévoyant la généralisation, en tout cas pour le corps médical, du tiers payant. Alors, on en vient aux mutations récentes de la rémunération. Bien, cette construction sur un paiement à l'acte et un paiement direct a été quand même, depuis le dernier demi-siècle, profondément remise en cause. Alors, la première remise en cause, tout à fait substantielle, mais qui ne nous occupera pas aujourd'hui, c'est évidemment la création de la médecine hospitalière, en bonne et due forme, avec les ordonnances Debré de 1958, puisque pour la première fois, on rentre dans un contexte où le corps médical peut être salarié et même, pire, fonctionnaire, puisque les professeurs d'université praticiens hospitaliers relèvent de la fonction publique. Et c'est évidemment une modification assez profonde du mode de rémunération traditionnel à l'acte et par paiement direct. Mais sur une période plus récente, et c'est ce qui va nous occuper, nous voyons apparaître de très nombreuses modifications des modes de rémunération qui peuvent être, un petit peu comme l'évoquait Lionel Collet tout à l'heure, par phases successives, par petites tranches fines, avec l'introduction de forfaits individuels pour le médecin traitant, pour les affections de longue durée. En parallèle, la substitution d'un honoraire pharmaceutique à une marge pharmaceutique calculée en fonction du prix du médicament, qui s'établit également dans un champ des professions de santé. Et puis, évidemment, l'émergence des rémunérations sur objectif, des CAPI au ROSP, pour reprendre les sigles habituels sur le secteur de la santé. On voit évidemment un nouveau mode de rémunération s'établir. Mais peut-être la transformation la plus notable, en tout cas je l'évoque avant que les intervenants ne la traitent, c'est peut-être la création de forfaits collectifs avec le financement des structures que les pouvoirs publics entendent privilégier, donc pour favoriser l'exercice collectif, avec notamment les maisons de santé, les communautés territoriales professionnelles de santé et les accords cadres ou conventionnels interprofessionnels qui vont modifier assez substantiellement, puisqu'on ne va plus non seulement prévoir une rémunération individuelle, fût-elle par forfait, mais également prévoir des rémunérations pour un ensemble de professionnels, pour une structure, pour un collectif. Et c'est évidemment une transformation très, très profonde. Alors, pour terminer, je dirais qu'il y a peut-être un paradoxe, mais ce n'est peut-être qu'un paradoxe apparent, plutôt une convergence par deux angles différents, où à l'hôpital, depuis une quinzaine d'années, l'élément dominant a été la mise en place d'une tarification à l'activité, alors qu'en médecine de ville, tous les efforts ont été faits pour réduire la place du paiement à l'acte et pour revenir à des rémunérations plus forfaitaires. Mais tout ceci a peut-être un point commun, et en tout cas, ça fait partie des questions qui sont posées à nos intervenants, que je remercie encore une fois très, très, très sincèrement et très chaleureusement au nom du Conseil d'État d'avoir accepté de consacrer ce temps à nos travaux. Et je donne tout de suite la parole à Jacques-Baptiste Ny pour son exposé. Voilà, bonjour. Donc, merci de nous donner la parole. Merci de nous inviter aussi à ce colloque au Conseil d'État. Bon, vous nous avez rapidement présenté. Je voulais simplement dire en guise de présentation que je suis médecin généraliste, évidemment, que je suis toujours en exercice et qu'être président d'un syndicat médical n'interdit pas et au contraire même exige, je dirais, en ce qui nous concerne, d'être en activité et que mon activité s'exerce au sein d'une maison de santé pluriprofessionnelle, mais aussi d'une maison de santé hors les murs, comme on dit. Et donc, j'ai à la fois cette double casquette, à la fois d'avoir un regard à travers ce que j'appelle de temps en temps mon laboratoire, qui est l'équipe de professionnels avec qui je travaille, avec qui nous testons des solutions, et un regard évidemment que j'espère le plus ample et le plus collectif possible sur l'ensemble de ma profession. Un tout petit mot sur MG France. MG France, c'est un syndicat professionnel et donc c'est un syndicat qui, comme tout syndicat, défend les intérêts matériels et moraux de notre profession de médecin généraliste. C'est notre devoir, c'est notre, je dirais, légitimité aussi. Mais c'est aussi un syndicat qui se caractérise depuis son début par un souci particulier porté à l'accès aux soins. Pourquoi ? Parce qu'on sait bien que s'il n'y a pas d'accès aux soins, quelque part, il n'y a pas de médecine générale, il n'y a pas de médecin généraliste. Et donc, c'est un petit peu ce qui va guider et être le fil collectif. Le fil rouge de mon intervention. Je voudrais d'abord partager avec vous quelques éléments de constat et répondre d'une certaine façon à des choses qui ont été dites lors de la table ronde précédente. D'abord, le constat, c'est la crise actuelle de l'accès aux soins, qui est une crise forte,
hein. C'est aussi une crise de l'accès aux soins primaires et ça entraîne des conséquences importantes pour la population. La semaine dernière, nous faisions un colloque avec des élus locaux et on mesure bien à quel point c'est un problème pour la population, c'est un problème pour les élus locaux, c'est un problème qui ressort à chaque fois qu'il y a une consultation, notamment électorale, et les élections municipales qui viennent, comme l'élection présidentielle qui a précédé un peu avant, ont bien montré à quel point ce problème était un problème qui s'acutise dans la population et qui a un impact fort, y compris sur le grand débat l'année dernière. Et cette crise de l'accès aux soins et cette crise de l'accès aux soins primaires, c'est pour beaucoup, on l'a vu tout à l'heure, la résultante d'un déséquilibre lié au numerus clausus. On a parlé de promotion, Lionel Collet parlait de promotion que moi j'ai connu quand j'étais jeune étudiant et ensuite jeune installé, des promotions de l'ordre de 9000 médecins qui sortaient des facs de médecine, et les promotions qui sortent aujourd'hui, pas les promotions que nous formons, mais les promotions qui sortent directement sont de l'ordre de 3500. Donc ce déséquilibre, il est là, il existe, quoi qu'on fasse, quelques mesures d'installation dans les territoires qu'on mette en place. De toute façon, ces mesures, souvent, visent à déshabiller Pierre pour habiller Paul. Et donc, quelque part, on voit bien que ça n'est pas la solution. Et ce déséquilibre, si vous regardez, si vous avez en tête les chiffres, vous savez aussi qu'il va continuer. Hein, et que quoi qu'on fasse, on va vivre pendant encore quelques années avec un déséquilibre profond entre la demande de soins, l'offre de soins qui est en baisse et une demande de soins dont on a bien vu qu'elle croissait régulièrement pour tout un tas de raisons que vous connaissez bien. Et ce déséquilibre-là et aussi les effets de ce numerus clausus qui a fait qu'à un moment donné, vous aviez des médecins dans toutes les petites villes, dans tous les villages, fait qu'aujourd'hui, on ne remplacera pas les médecins qui partent en retraite partout. Ça n'est pas possible. Mathématiquement, ça n'est pas possible, j'ai envie de le dire. Et donc ce déséquilibre-là, il entraîne un tissu professionnel qui est, moi je trouve, mité un peu comme métaphore. Hein. Il y a des trous un petit peu partout. Il n'y a pas des trous dans des grands endroits. Donc je pense aussi, je réponds très vite à une question qui pourrait se poser, que les mesures coercitives ne répondent pas, n'ont pas la finesse capable de répondre à ça. S'il avait fallu prendre des mesures coercitives, c'est il y a 10 ou 15 ans qu'il aurait fallu le faire. Maintenant, je crois qu'il est largement trop tard. J'ai plein d'exemples, comme vous avez en tête, plein d'exemples sur des situations dramatiques, de villes, parfois moyennes, parfois très proches de l'endroit où nous sommes. Je pense notamment, j'avais un exemple la semaine dernière avec les Yvelines, où vous avez une ville où vous avez maintenant 3 médecins généralistes pour 20 000 habitants, alors que vous en aviez 13 ou 15 il y a quelques années. On a des situations dramatiques auxquelles il faut faire face. Alors, qu'est-ce que nous faisons ? Avec l'assurance maladie, on a mis en place depuis quelques années des éléments de réponse. J'en citerai 3. Le premier, c'est la Convention médicale de 2016 qui a commencé à produire un rattrapage. Nous, on appelait ça équité entre professions médicales. Il est clair quand même, notamment, là c'est le président d'un syndicat généraliste qui parle, que pendant des années, on a sous-valorisé, sous-reconnu la profession de médecin généraliste dans ce pays. Et c'est, à mon avis, une lourde responsabilité que tous les pouvoirs publics portent et que je pense qu'il est aussi partagé avec un certain nombre d'universités. Voilà. Donc, c'est un petit... ce début de revalorisation de la profession médicale ne coûte pas très cher aujourd'hui, de la profession de médecin généraliste, parce que le nombre, et ça c'est un enseignement récent, et là aussi je me tourne vers Nicolas Revel, on voit bien que le nombre de consultations réalisées par les médecins généralistes, comme le nombre de visites réalisées par les médecins généralistes, il est en baisse. Et donc si on a revalorisé la valeur de l'acte, le montant global consacré à la médecine générale n'est pas en augmentation. On regardera de près les chiffres, bien sûr, mais c'est un enseignement récent, je voulais le partager avec vous. On a créé avec l'assurance maladie l'année dernière, on a mis dans les conventions 2 choses très importantes pour l'accès aux soins, les assistants médicaux et le financement des communautés professionnelles territoriales de santé. Ce sont des éléments structurants très importants. Et demain, et c'est à mon avis un des enjeux des mois à venir, on a devant nous un chantier qui est celui du service d'accès aux soins, qui est voulu par la ministre, et le mettre en place partout sur le territoire, c'est quelque part, en partie,
répondre à cette problématique de ce territoire mité et dans cette ville dont je parlais, que je ne citerai pas, où vous n'avez plus que 3 médecins généralistes, mettre en place un service d'accès aux soins, c'est une façon d'apporter à la population des garanties, je dirais, minimales sur ce qu'elle est en droit d'attendre. Parce que la problématique, elle se porte sur 2 points. Vous avez des difficultés pour avoir un médecin traitant et vous avez des difficultés pour avoir une réponse à votre demande de soins dans la journée. Et donc, quoi que nous fassions, nous médecins généralistes, nous allons devoir soigner plus de patients qui ont plus de pathologies et surtout des pathologies chroniques, avec un nombre de médecins en baisse, alors qu'on voit bien qu'il y a ces disparités de régulation. Et donc, il faut augmenter, et je crois que c'est probablement notre objectif, et je crois qu'on peut le partager, le nombre de patients par médecin traitant. Et les assistants médicaux, on a bien vu à quel point c'était orienté vers cela. Donc augmenter ce nombre de patients par médecin traitant sans augmenter pour autant sa charge de travail. Ni sa charge mentale, je dirais, ni le poids que ça représente pour lui de gérer une patientèle forte et sans baisser pour autant ses revenus s'il délègue ces choses-là. Et ce doit être possible, parce que c'est possible dans d'autres pays. En France, on a une espèce de plafond qui nous paraît indépassable, qui tourne autour d'un certain nombre de patients médecins traitants, au-delà desquels, et mes collègues me le disent, ils me disent « je ne prends plus de patients médecins traitants parce que j'en ai assez, parce que je ne peux pas faire plus, parce que quelque part, mon nombre d'heures n'est pas indéfiniment, je ne peux pas augmenter mon temps de travail. » Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change? Il faut évidemment une meilleure répartition territoriale, parce que ce tissu mité, donc il faut réparer aux bons endroits le tissu, le maillage territorial qui est en problème. Et donc ça passe forcément par un gros regroupement des professionnels pour leur permettre de mettre en commun des moyens. Et on voit bien que, et là je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, il ne sera pas possible d'avoir partout des professionnels dans toutes les petites villes où il y avait quelqu'un encore aujourd'hui. Et donc, il faut qu'on réfléchisse collectivement quel est le bon endroit. Je disais la semaine dernière de notre colloque, quelle est la bonne maille territoriale? Et là, ça s'adressait aux élus territoriaux pour regrouper les professionnels. Ça mérite, à mon avis, une réflexion. Il faut une incitation financière au travail en équipe. On l'a mis en place, on l'a dit tout à l'heure, à travers des financements qui s'exercent, qui sont apportés aux MSP et aux équipes de soins dans les accords conventionnels. Mais là, il faut avoir en tête que ce financement, il va à l'équipe collectivement et il va le plus souvent, et c'est notamment le cas dans les CPTS, aux moyens déployés par l'équipe. Et donc, ce ne sont pas des incitations pour le professionnel lui-même. Quand on a fait la négociation conventionnelle sur les CPTS l'année dernière, la première chose, ça a été d'expliquer à l'ensemble des professionnels présents que ce n'était pas eux qui allaient toucher de l'argent, c'était la structure qu'ils auraient en commun qui toucherait de l'argent. C'est donc des moyens pour faire, mais ce n'est pas des moyens pour le professionnel, et ce n'est pas forcément un incitateur pour le changement. Et donc il faut enfin un changement limité, mais significatif, du rôle confié aux médecins généralistes, j'ai envie de dire médecins généralistes, médecins traitants. Et ce rôle doit probablement être celui d'un chef d'équipe, équipe de proximité et équipe responsable de la santé de la population qu'ils prennent en charge ensemble. Et donc modifier, et j'en viens en fait au sujet, j'ai pris un long détour pour y arriver, mais ça me semblait important, modifier le modèle de rémunération du médecin généraliste peut être le moteur de ce changement nécessaire. Alors, le modifier, c'est bien. Comment on peut le modifier? Qu'est-ce qu'il faut faire pour le modifier? Il faut diminuer le temps de travail patient du médecin traitant. Aujourd'hui, le temps de travail, c'est le nombre de consultations que vous faites pour un patient donné, notamment si c'est un patient chronique que vous voyez à l'année. Il faut en même temps lui garantir que s'il prend plus de patients comme médecin traitant, ça augmente sa rémunération, parce que je crois qu'il faut l'inciter, sans pour autant augmenter son temps de travail total. Il faut lui permettre de déléguer, donc forcément, c'est le corollaire, une part de ses consultations ou une part du temps passé avec ses patients sans diminuer ses revenus. Et on voit bien à quel point l'assistant médical, dont le but est de prendre la part de la consultation qui n'est pas strictement médicale, répond en partie, à mon avis, à cette demande. Et il faut enfin inciter le médecin à recevoir ses patients en cas d'urgence ou en cas d'événement intercurrent. Il ne faut pas que le médecin oublie qu'il est aussi au service de la demande de soins non programmés, il est aussi au service de ses patients sans les faire attendre ou sans lui proposer une consultation auprès de quelqu'un de son équipe sans le voir lui-même. Et donc le modèle qui répond à ces questions, donc, il doit s'appuyer, et ça me paraît fondamental, sur une équipe autour du médecin traitant, dont on voit bien que l'assistant médical constitue un des éléments de cette équipe, mais pas forcément le seul. Ça peut être aussi une infirmière, notamment une infirmière de santé publique, et éventuellement, dans certaines conditions, une infirmière de pratique avancée.
il faut probablement, et là j'avance de plus en plus, mais et là à ce point-là, je crois que ce qui est important de dire, c'est que ce que je vous dis, ça n'est pas MG France qui le dit, c'est l'état actuel des réflexions à l'intérieur de notre corps professionnel et qu'il faudra ensuite les porter, quelque part avoir un consensus autour de ça. Donc, forfaitiser la prise en charge des malades chroniques, on voit bien que le modèle aujourd'hui du paiement à l'acte est adapté aux malades aigus, donc je dis que c'est important de les prendre en charge rapidement et donc de garder ce paiement à l'acte, mais il faudra probablement forfaitiser la prise en charge des malades chroniques pour toute ou partie de l'activité auprès de ces patients. Il faut aussi être assez incitatif pour donner envie aux médecins de franchir le pas. Il faut que ça les motive. Et en même temps, et probablement, et là encore c'est une proposition, c'est une piste de réflexion plus qu'une affirmation définitive, il faut certainement rester facultatif pour n'obliger personne et éviter ainsi une levée de bouclier. On a vu, Didier Tabuteau nous l'a rappelé, à quel point le paiement à l'acte, les principes de la médecine libérale sont inscrits, je dirais, dans les gènes du corps médical. Et c'est difficile de changer les choses. Et si vous voulez changer les choses trop vite, et à MG France, on a eu ce tort-là, je crois, à un moment de notre histoire, on provoque des levées de boucliers, on provoque des résistances. Et l'objectif fondamental, c'est d'y arriver. Donc, ce n'est pas provoquer des résistances. Et enfin, mais c'était le corollaire de ce que je disais aussi tout à l'heure, il faut maintenir le paiement à l'acte pour les pathologies aiguës afin de garantir une réponse rapide aux demandes de soins non programmés. Voilà, donc c'est un petit peu, je crois, je termine mon propos autour de ça, après j'aurai éventuellement des remarques sur des choses précises qui ont été dites tout à l'heure, mais quelque chose autour de ça que ça pourrait s'articuler. On voit un petit peu la direction qu'on peut prendre, fondamentalement, ce que je disais sur ne pas braquer la profession, inciter sans obliger, aller dans le sens de ce qui nous permet de travailler en équipe, ce sont des notions fondamentales qu'il va falloir qu'on mette en place. Merci pour cette leçon de négociation sociale et professionnelle. J'imagine qu'elle aura un écho chez Nicolas Revel. Mais je donne la parole à Natacha Lemaire parce que, et d'ailleurs, avant de lui donner complètement, je voudrais dire que la présentation et le sujet qu'elle va traiter permet également, je l'espère, de rassurer Anne-Laure Rousseau qui s'interrogeait sur les relations entre le droit et la médecine, puisque nous allons évoquer un article d'expérimentation où le législateur, dans une position très, très modeste, a autorisé le terrain, comme on dit, à imaginer des expérimentations et à les mettre en œuvre pour qu'il n'y ait pas trop de décalage dans le temps entre même la règle normative, la règle de droit positif et la situation du système de santé. Natacha Lemaire, merci de votre intervention. Merci. Je vais donc commencer par brosser rapidement, à la demande du président, le dispositif qui a un peu plus de 2 ans d'âge. Il a été créé par la loi de financement de la sécurité sociale de 2018. Et son originalité tient au fait que c'est un cadre générique donc d'expérimentation, mais qui permet de déroger à près de 150 dispositions législatives. Donc c'est un cadre ouvert. Ces dérogations étant essentiellement d'ordre financier, il est possible de déroger au financement des établissements de santé, des professions de santé libérales, des établissements sociaux et médico-sociaux, en bref, au financement et à la rémunération de l'ensemble des opérateurs en santé. Il a été amendé par 3 lois ultérieures pour étendre le champ des dérogations et intégrer d'autres dispositifs, pour partie, je pense au protocole de coopération, puisque depuis la loi de 2019, il est possible, les protocoles expérimentaux locaux sont intégrés à l'article 51. Donc il est possible de conjuguer les deux dans un même projet. Ce qu'a voulu la ministre et le gouvernement, c'est un dispositif extrêmement ouvert, qui se traduit par un guichet qui est ouvert en permanence, à la différence du dispositif, par exemple, des autorisations d'activités de soins ou d'équipements matériels lourds. Il n'y a pas de fenêtre, sauf quand on passe par des appels à projets, mais pour les projets présentés par les acteurs, il n'y a aucun calendrier. Toute partie prenante du système de santé est susceptible de proposer un projet. Et ça, c'est aussi un point particulier sur lequel je reviendrai.
tous les projets font l'objet d'une évaluation externe systématique et financée par le Fonds d'intervention du système de santé. La gouvernance est aussi originale, en le sens où elle est collégiale et partenariale entre l'État et l'assurance maladie, entre les échelons national et régional, que ce soit pour les agences régionales de santé ou les organismes locaux d'assurance maladie. Il est déconcentré, c'est-à-dire que la porte d'entrée privilégiée se situe au sein des agences régionales de santé, sachant que le fonds qui permet de financer tout ça est géré par la Caisse nationale d'assurance maladie. On a fait le choix de ne pas créer, d'ailleurs de façon peut-être un peu exceptionnelle dans le paysage français, on n'a pas commencé par créer une structure pour piloter le dispositif, mais une petite équipe pour privilégier l'agilité, mais des relais dans toutes les administrations parties prenantes, donc toutes les directions du ministère, à l'assurance maladie bien sûr, et dans les régions. Depuis l'été 2018, on a commencé à recevoir les premiers projets. On en a reçu énormément et on continue à en recevoir. Plus de 400 la première année, près de 600 à la mi-2019, donc fin juin, sachant que l'essentiel, la quasi-totalité, est proposé et passe par les ARS. Beaucoup, alors c'est aussi un point, je pense, intéressant pour tout le monde, on a beaucoup de projets qui ne sont pas recevables. Ça tient, à mon sens, à deux choses. La première est une sorte, en tout cas sûrement la première année, d'effet d'aubaine, qui est que, voilà, il y a des financements à la clé, donc on présente des projets, peu importe s'ils relèvent ou pas d'organisations innovantes en santé, puisque c'est le champ de ces expérimentations. Et le deuxième, qui est lié à la définition du dispositif, est qu'il n'est pas toujours facile de savoir, y compris pour les spécialistes, si les projets sont recevables ou pas. Donc ça, c'est lié à notre droit, qui parfois est un petit peu touffu, on va dire, et ne facilite pas forcément la lecture des choses. À fin 2019, on avait autorisé 45 nouveaux projets, donc depuis son existence, et notre rythme de croisière est entre 4 et 5 nouveaux projets autorisés tous les mois. Cet afflux, en tout cas ce nombre de projets, a fait qu'on a dû s'adapter et travailler autrement pour pouvoir autoriser les expérimentations. Donc ça veut dire travailler autrement avec les porteurs de projets, avec ceux qui nous les proposent, puisque c'est eux qui tiennent la plume. Donc pour l'administration qui n'en a pas forcément l'habitude, c'est aussi du lâcher-prise pour arriver à un cahier des charges, puisque c'est le résultat de tout le process acceptable par l'ensemble des parties. C'est aussi une nécessité de travailler autrement en interne, tant au sein du ministère que de l'assurance maladie et en région. C'est un vrai levier, au final, de transformation interne. Sur le dispositif d'évaluation, un petit mot, c'est a priori assez inédit, puisqu'il doit permettre d'évaluer aussi bien un projet qui est porté, par exemple, par une MSP dans une région donnée, par exemple en Pays de Loire, où on en a plusieurs, qu'un projet qui est mis en place et mis en œuvre par une quinzaine d'établissements de santé ou une quinzaine de pouponnières. Ça, on en a d'autres qui sont présents dans l'ensemble du territoire et qui concernent différentes pathologies et toute une population. Donc cette évaluation, elle doit pouvoir être proportionnelle et adaptée. Elle est pilotée par la CNAM et l'adresse au ministère, qui a sélectionné un pool d'une dizaine d'évaluateurs, de manière à pouvoir, dès qu'un projet est autorisé, lui affecter un évaluateur externe qui va s'attacher à définir la méthodologie d'évaluation qui est propre à chaque projet et qui inclut une dimension et qualitative et quantitative
qui est proportionné à la complexité du projet. Donc, assez rapidement, sur les 45 projets autorisés, on couvre quasiment l'ensemble du territoire. Vous verrez, je laisserai les diapositives bien sûr à disposition, que le nombre de projets est différent selon les territoires. En termes de portage, un quart des projets sont proposés par des établissements de santé. C'est inférieur à la proportion de projets qui nous sont proposés par les établissements de santé. Au début, c'était quasiment la moitié. Maintenant, on est en dessous de 40%. Et vient juste après les professions libérales qui, via leur maison de santé pluriprofessionnelle, leurs URPS, proposent des projets. Nous avons aussi des projets proposés par des associations professionnelles, qui sont souvent nationales, et des industriels. Donc avec ces différentes catégories que je vous ai citées, on arrive à peu près 60% des projets autorisés. En termes de population concernée, on retrouve un peu ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire que 2/3 des projets, ce n'est pas une surprise, traitent des maladies chroniques. On a quelques thématiques qui émergent, sur lesquelles on a plusieurs projets. Je pense par exemple à la prise en charge de l'obésité, ou à la prise en charge des addictions, ou aux personnes atteintes de maladies cardiovasculaires. Voilà, on retrouve finalement des éléments qui se posent de manière générale pour le système de santé. Et pour un tiers des projets, ceux-ci ont une approche populationnelle. Donc soit les personnes âgées, les personnes en situation de précarité, les enfants, etc. J'en viens, après ce petit détour, à l'aspect rémunération. Donc, toujours sur ma petite cinquantaine de projets, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui ? Déjà, peut-être 3 façons de se positionner par rapport au système de financement actuel. On a pas mal de projets, ça se répartit, les gros bataillons, si je puis dire, sont des financements qui sont et complémentaires ou partiellement substitutifs et complémentaires. Je m'en explique. Donc complémentaire, c'est assez simple, c'est quand cette rémunération s'ajoute à la rémunération de droit commun actuelle, puisque nous sommes subsidiaires et tout ce qui est déjà traité passe par la rémunération actuelle. Et on retrouve ici des projets qui incluent par exemple des prestations qui aujourd'hui ne font pas l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie. Donc par exemple pour l'obésité, vous avez des prises en charge par des psychologues, par des diététiciens. On a aussi quelques projets qui incluent de l'activité physique adaptée. Donc là, il faut des professionnels particuliers pour les prendre en charge. On a aussi des rémunérations complémentaires quand elles ne sont pas prévues à la nomenclature existante. Donc là, ça fait le lien avec les conventions précitées. Partiellement substitutif et complémentaire, qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que dans un projet, on peut avoir une partie qui intègre et remplace les rémunérations existantes, de façon assez classique, et je vais y revenir, c'est quand dans un forfait, on intègre des consultations qui pourraient éventuellement être réalisées en droit commun, mais comme c'est forfaitaire, c'est intégré, et également un financement complémentaire tel que je l'ai exposé juste avant. Donc ça, ces 2 catégories-là, c'est l'essentiel des projets qui nous sont proposés. On en a quelques-uns qui sont tout à fait intéressants et qui nous proposent des modes de rémunération substitutifs, c'est-à-dire qui visent à remplacer les rémunérations actuelles. C'est minoritaire aujourd'hui, mais on en a donc qui touchent à ce stade 2 professions, essentiellement les médecins généralistes et les infirmiers. Donc soit d'ailleurs les 2 au sein d'un même projet, soit un seul d'entre ces 2 professionnels. En mode de rémunération, on retrouve donc majoritairement des rémunérations au forfait, ça a été évoqué par le président tout à l'heure,
donc des rémunérations au forfait aux patients et majoritairement collectif, c'est-à-dire c'est ce que ne sait pas faire aujourd'hui notre système. C'est un forfait qui rémunère différents professionnels qui concourent à la prise en charge. Ces différents professionnels pouvant être soit exerçant dans un même secteur, donc soit je pense au secteur sanitaire ou médico-social, soit éventuellement on a quelques projets qui, dans un même forfait, intègrent des rémunérations de professionnels de ville et d'hôpitaux ou de professionnels de ville et d'établissements médico-sociaux. On voit à peu près toutes les combinaisons. Donc comment il est établi ce forfait? On a un mode qui se dégage qui est le financement à la séquence de soins. Donc là, c'est très lié à ce sur quoi va porter le projet. Par exemple, on a plusieurs projets qui traitent de la prise en charge des plaies complexes. Eh bien, nous allons avoir un financement forfaitaire collectif pour une prise en charge des plaies. Plus classiquement, ou plus connu peut-être, une séquence de soins qui intègre une prise en charge hospitalière avec sa prise en charge amont, sa prise en charge aval, donc avant l'intervention, après le séjour hospitalier. Et là, par exemple, nous avons autorisé tout récemment un projet qui propose un financement forfaitaire autour de la maternité. Enfin, donc c'est ce que je vous disais, ce financement, il peut être mixte, soit mixte intersectoriel, soit, et on en a également un certain nombre, dérogatoire aux conventions signées avec l'assurance maladie pour les professionnels de ville. On a très peu à ce stade, hein, mais ça peut encore largement changer puisque tout ça est établi sur une petite cinquantaine de projets, très peu de projets qui ne traitent que du financement des établissements de santé. On en a un ou deux à ce stade. Et également, en tout cas dans les projets qui nous sont proposés par les acteurs du système de santé, on a assez peu de modèles qui sont assis ou qui associent des résultats ou des éléments de qualité. Donc, où nous en sommes en termes de mise en œuvre? Les premières expérimentations, une dizaine, ont démarré à la fin de l'année, en octobre exactement de l'année dernière. Ça exige toute une ingénierie financière particulière, hein, puisque pour chaque projet, on a des conventions, au moins une signée avec la Caisse nationale d'assurance maladie pour les financements dérogatoires. Il faut brancher, si je puis dire, tous les expérimentateurs à une plateforme de facturation qui est dédiée à l'article 51 et qui est également opérée par la Caisse nationale d'assurance maladie. Et depuis le 1er janvier 2020, une caisse primaire assure l'ensemble des liquidations pour le dispositif. Donc c'est un peu de la cuisine, mais c'est suffisamment important et voilà, il n'y a pas de baguette magique et on ne sait pas mettre en œuvre un projet qui sort complètement des cadres habituels de façon, si on veut être un petit peu industriel comme dans le dispositif, de façon simple. On a démarré aussi le début des travaux des évaluations. Pareil, en termes de, ça a été plutôt en fin d'année, donc maintenant chaque expérimentation a son évaluateur, les échanges ont démarré et on devrait avoir les premiers protocoles d'évaluation au printemps sur toutes les expérimentations qui ont été autorisées jusqu'à présent. Et donc pour celle qui a démarré, hein, ça veut dire qu'elles prennent en charge des patients avec tel que c'est prévu dans les différents cahiers des charges. L'histoire n'est pas terminée, hein, donc on en est au début. Un certain nombre de documents, si vous êtes intéressé par avoir plus de détails, figurent sur le site du ministère, dont l'ensemble des cahiers des charges, un guide méthodologique d'évaluation et beaucoup d'éléments très pratiques pour élaborer un projet. Je vous remercie. Un très grand merci pour ce qui est
peut-être un des premiers bilans de l'expérimentation. En tout cas, il y avait peu de littérature compte tenu du début très, très récent de la mise en œuvre des premiers protocoles, et ça permet à tous ceux qui assistent à ce colloque d'en bénéficier. Je souligne également qu'à travers vos propos, on voit le dynamisme d'un système de santé qui est en mutation, mais le nombre de projets témoigne en tout cas de l'intérêt pour des formules qui permettent de sortir un petit peu des sentiers battus grâce à ce texte permanent d'expérimentation dont je rappelle que c'est l'article L162-31-1, on l'appelle tous l'article 51, mais il a été effectivement codifié. C'est un régime permanent d'expérimentation. Et je souligne enfin, comme vous l'avez indiqué, que cette idée d'une évaluation en temps réel qui est conçue dès le lancement de l'expérimentation et qui ne vient pas à se greffer a posteriori est sans doute un élément d'innovation qui témoigne de l'imagination des acteurs du système de santé, mais également des administrations, que ce soit à l'assurance maladie ou au ministère, qui les suivent. Ce qui permet une transition vers la troisième intervention de Nicolas Revel sur ces questions, puisqu'évidemment l'assurance maladie, à travers sa place, sa fonction, ses systèmes d'information et sa capacité de négociation des conventions d'exercice professionnel, est au premier rang des acteurs de l'évolution des rémunérations dans le système de santé. Monsieur le directeur général. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci également pour votre invitation. Je voudrais développer mon propos autour de deux principaux enjeux s'attachant à la question des rémunérations et de leur évolution. Le premier enjeu n'est pas très nouveau, mais il est important de le rappeler, et donc je m'y attarderai moins que le suivant. Le premier enjeu qui s'attache à la question des rémunérations est la question de leur niveau et de leur répartition entre les acteurs. Ça, c'est ancien, mais ça reste un élément, je dirais, stable, auquel tous les acteurs sont extrêmement attentifs et qui, du point de vue du régulateur, pose la question de notre capacité à assurer une attractivité nécessaire, suffisante, équitable des différentes professions de santé, pour les différentes professions de santé, et en leur sein, prenons les médecins, entre les différentes spécialités médicales. Le deuxième enjeu, mais je le renvoie à un deuxième temps, ce sont évidemment les évolutions des modes de rémunération, afin de favoriser des évolutions de pratique, des évolutions d'organisation, afin d'essayer d'évoluer, de s'adapter à ce que sont les enjeux de transformation, d'évolution du système de santé aujourd'hui et demain. Alors, question de leur niveau, du niveau de la répartition des rémunérations, de cette question de l'attractivité. C'est une question qui est par définition évidemment toujours délicate, parce qu'elle supposerait dans l'absolu d'être en capacité d'établir je ne sais quelle, je dirais, hiérarchie pertinente entre les différentes professions, entre les différents cadres d'exercice, puisque nous avons évidemment des professionnels qui exercent tantôt sous un statut libéral, tantôt sous un statut de salarié. Il n'y a nul suspense à cela. Sachez-le, il n'existe nulle part dans l'appareil d'État et l'assurance maladie je ne sais quelle, je dirais, grille des revenus et des rémunérations. C'est un sujet dont nous débattons souvent avec nos interlocuteurs. Les choses sont par définition inégales. Ce à quoi l'assurance maladie, dans le champ des négociations qu'elle mène, ce à quoi nous nous attachons, c'est de veiller à une forme d'équité dans les évolutions. Là, je voudrais faire un zoom sur deux points. Équité dans l'évolution globale des rémunérations entre les professions. Nous sommes constamment dans les différentes négociations soupçonnés d'avantager davantage les uns plutôt que les autres, puisque lorsque nous négocions, il y a toujours, je dirais, un volume financier, un mandat financier, et donc un volume de revalorisation qui va s'attacher à des négociations qui sont souvent d'ailleurs d'autant plus importantes qu'elles interviennent pas tous les ans, mais un peu tous les 4-5 ans. Et donc, ce qui va sortir de cette négociation va quelque part dessiner ce que seront les évolutions tarifaires sur un temps qui est un moyen terme de 4-5 ans. Et quand on regarde, je dirais, les choses, on voit en réalité, je tiens à le préciser, d'autant plus que je vois beaucoup de têtes connues et de présidentes et de présidents de syndicats dans cette salle,
que quand je regarde ce que nous avons fait, en tout cas dans les 5 dernières années, moi j'observe une relative équité entre les différentes professions, puisque quand on prend les choses, nous sommes à peu près sur des standards d'évolution macro par profession qui situent peu ou prou les uns et les autres autour d'environ à peu près 5% sur 5 ans, 1% par an d'évolution des tarifs, ce qui d'ailleurs, quand on le regarde, n'est pas non plus scandaleux par rapport à ce qu'est aussi l'évolution des professionnels de santé exerçant sous un statut salarié. Mais si pour autant, une fois que j'ai dit ça, nous n'en sommes pas à essayer d'indexer quelque part, on pourrait se dire, puisque c'est 1% par an, indexons tout ça, c'est parce que cette notion d'équité, nous la faisons vivre au travers des négociations en essayant de faire en sorte que nous ayons des cibles de revalorisation qui permettent d'orienter, de rééquilibrer. Et Jacques-Baptiste Denis faisait référence à la grande négociation que nous avons conclue en 2016 pour la convention avec les médecins libéraux qui a dessiné le paysage pour les 5 années de cette convention quinquennale. C'est bien ce que nous avons fait en 2016. Car s'il y a en effet un volume global de revalorisation qui a été d'un peu plus 1,3 milliard d'euros, ce qui, quand vous le rapportez au total des honoraires des médecins, représente à peu près 5%, nous avons fait des choix. Il est très important que pour chaque négociation, nous assumions des choix de priorisation. Et en 2016, ça a été notamment le choix de la médecine générale, puisque les 2/3 des revalorisations ont été orientés sur la médecine générale. Ça a été aussi, s'agissant des spécialités, des autres spécialités, pardon, Monsieur le Président, de cibler des spécialités sur lesquelles nous observions un décrochage, plutôt des spécialités cliniques par rapport à des spécialités techniques dont nous voyons le niveau des honoraires et des revenus se situer très au-dessus de beaucoup de spécialités cliniques. Et enfin, une dernière priorité qui a été de valoriser davantage des médecins exerçant en secteur 1 ou s'engageant dans des dispositifs de régulation de leur dépassement d'honoraires. Et c'est à peu près 90% des investissements qui ont ciblé soit le secteur 1, soit le secteur 2 à honoraires, entre guillemets, maîtrisés. Mais plus encore, nous avons eu aussi à cœur, et nous le faisons, nous l'avons fait pour les médecins, et nous essayons de le faire en réalité pour toutes les professions, de ne pas être forcément sur des revalorisations de lettres clés ou de tarifs de base, mais d'orienter nos investissements sur des actes, sur des consultations qui nous paraissent avoir un niveau de complexité qui mérite, qui justifie une valorisation supplémentaire. Ça a été le début avec les médecins de consultations longues et complexes. Et quand on regarde ce que nous avons négocié avec beaucoup de professions autres, nous retrouvons chaque fois, en fait, pas de revalorisation des tarifs de base, pas de revalorisation des lettres clés, mais des investissements ciblés sur des actes, des prises en charge à plus forte valeur ajoutée. Il nous restera d'ailleurs à ouvrir le chantier des actes techniques médicaux de la CCM qui nécessite, comme ceux qui connaissent ce sujet le savent, un travail de révision nécessaire et urgente. Et la loi de financement de la sécurité sociale en a posé le cadre cette année, puisque nous avons une invitation à réussir ce chantier ou de le mener à son terme en 5 ans. Deuxième enjeu, l'évolution des modes de rémunération. Et c'est autour de ça que la table ronde porte plus particulièrement. En partant d'une situation de départ que chacun connaît, un système de santé français qui est fondamentalement construit sur la rémunération de l'acte et dont nous pouvons considérer, je crois, dans le cadre d'un consensus qui n'est pas peut-être total, mais qui a largement progressé, que cette rémunération à l'acte ne peut plus demain constituer le modèle unique. Aujourd'hui, ça reste quand même malgré tout le mode de rémunération ultra dominant. Parce que, en fait, quand on regarde de la rémunération à l'acte est probablement le mode de rémunération quasi à 100% de la totalité des professions de santé. La seule spécialité qui aujourd'hui a un segment qui n'est pas l'acte, ce sont les médecins généralistes. Et c'est 14% de leur rémunération qui aujourd'hui relève de rémunération forfaitaire, diverses et variées. Je n'inclus pas dans ce 14% la prise en charge des cotisations qui, pour moi, relève d'une forme différée de rémunération des actes.
les autres spécialités médicales, les autres professions médicales, aujourd'hui, fonctionnent fondamentalement, essentiellement, à 99% en rémunération à l'acte. C'est conforme à notre tradition, à notre modèle libéral, à un système de santé fondamentalement construit sur le curatif, mais ça n'est pas sans inconvénient, même si, j'y reviendrai, il ne faut pas non plus oublier les avantages de ce système. Ça n'est pas sans inconvénient, puisque c'est un système qui, par définition, à la fois pousse au volume, entretient des tarifs bas et pèse sur les conditions d'exercice. Premier inconvénient. Deuxième inconvénient, entretient le cloisonnement et la concurrence entre les acteurs, puisque rien ne vient valoriser le travail collectif, pluridisciplinaire, décloisonné entre les différents acteurs, au sein de la ville, entre la ville et l'hôpital. Et enfin, c'est par définition une rémunération qui n'intègre pas, ou très peu, des enjeux de prévention, des enjeux de suivi dans la durée des patients, dans un contexte de vieillissement et de développement des pathologies chroniques, et qui n'intègre ni les notions de qualité de prise en charge, ni de pertinence des interventions. Alors, une fois que j'ai dit tout le mal que l'on pouvait dire de la rémunération à l'acte, n'oublions jamais qu'elle a aussi une grande vertu, c'est qu'elle entretient une véritable productivité dans le système, et que dans un système où il y a de temps en temps de la tension sur la ressource et dans l'accès aux soins, avoir un système qui induit de la productivité n'est pas négligeable pour autant. Face à ce constat, nous évoluons, dans des conditions que je vais aborder, vers une forme de diversification des rémunérations. Nous ne sommes pas dans une logique de Big Bang des rémunérations. Je ne crois pas à la possibilité de faire basculer le système de rémunération des professionnels de santé, en tout cas de ville, mais on pourrait parler de l'hôpital, je pense que ce sera la même chose, d'un modèle fondamentalement construit sur l'acte à un modèle fondamentalement construit sur autre chose que l'acte. D'autant plus que nous n'avons par ailleurs aucun modèle de référence sur étagère. Moi, je ne connais pas aujourd'hui de pays dont on puisse dire qu'ils ont trouvé tout à fait autre chose de manière absolument convaincante, efficiente, efficace et acceptable. Alors, quelles sont les pistes sur lesquelles nous avançons ? Oui, en effet, plus de forfaitisation, l'introduction d'éléments de forfaitisation selon des modalités différentes selon les situations et les professions. Nous avons poussé un peu plus les choses sur les médecins libéraux, avec un regroupement des rémunérations forfaitaires du médecin généraliste augmenté, la création d'un forfait structure, qui est un élément très important pour nous pour essayer d'orienter les pratiques. Mais quand on prend d'autres professions, je pense aux infirmiers libéraux, très récemment, ça date du 1er janvier, une forme de forfaitisation sur une part de l'activité qui porte sur les soins à la personne dépendante, où nous avons introduit un forfait, non pas un forfait annuel, mais un forfait journalier, qui déjà constitue une étape importante vers autre chose qu'une rémunération construite sur le nombre de séances. Sur l'article 51, je ne vais pas reprendre ce que Natacha a présenté, on voit qu'on a beaucoup de choses qui démarrent. Deuxième grande famille, tout ce qui va porter sur la qualité et la pertinence. Le président Tabuteau évoquait la ROSP. Nous avons des échanges avec beaucoup de professions pour voir dans quelle mesure il serait possible d'adapter ce type de rémunération qui valorise la qualité d'une prise en charge dans des conditions indéterminées à d'autres professions que les médecins. Nous avons des échanges avec les masseurs-kinésithérapeutes, par exemple, et c'était avec les chirurgiens-dentistes aussi des réflexions que nous avons évoquées lors de nos négociations. De l'intéressement à la pertinence, car on voit bien que pour amener les acteurs à faire des choix qui, évidemment, privilégient toujours la qualité de la prise en charge, mais à qualité égale, permettent de faire des économies, créer de l'intéressement, est une modalité, je dirais, pragmatique et efficace. Et nous sommes en train, aussi bien dans les établissements qu'en ville, de mettre en place de tels systèmes, par exemple sur le développement des biosimilaires. Et puis, je n'y reviens pas, mais c'est dans l'article 51, dans les gros projets qui ont été portés, la rémunération des épisodes de soins, avec la question de y a-t-il réintervention ou pas, comment ceci est tarifé,
un module du nom de IPEP qui permet à un moment donné de valoriser spécifiquement la qualité d'une prise en charge et y compris son efficience médico-économique. Bon, voilà, ce sont des choses qui se déploient progressivement. Troisième grande famille, la rémunération des modes d'exercice, des structures d'exercice pour rendre les organisations plus efficientes et mieux coordonnées. Tout le monde convient que nous avons besoin, pour répondre à l'enjeu du développement des pathologies chroniques d'une population qui vieillit, de rompre avec cet isolement et cet exercice atomisé. C'est probablement l'une des clés majeures sur lesquelles notre système de santé doit progresser dans les prochaines années. Ça nécessite d'outiller les professionnels, de leur donner plus de confort d'exercice, plus de soutien, de les amener à un exercice plus coordonné. Ça passe par de la structuration. Moi, je n'ai jamais cru, c'est un débat que j'ai régulièrement avec eux, qu'il suffirait de revaloriser les tarifs pour générer plus de revenus dans leur exercice quotidien, afin que chacune et chacun se dise, grâce à ce supplément de rémunération, nous allons enfin pouvoir recruter des assistants médicaux, investir dans des outils informatiques partagés et créer des CPTS. Je ne crois pas à cette main invisible. Je crois qu'il faut directement orienter des financements en disant nous amenons des financements permettant de recruter des assistants médicaux, nous amenons des financements dédiés au financement d'une maison ou d'une maison de santé, une MSP ou une CPTS. Et donc c'est ce chemin que nous avons pris par la négociation d'accords qui ont abouti au cours des dernières années, en 2017, en 2019, et qui permettent, je crois, d'avoir aujourd'hui un mouvement significatif autour de l'exercice pluriprofessionnel et coordonné. On y reviendra peut-être dans les questions, mais ce qui démarre sur les CPTS, ce qui démarre sur les assistants médicaux, démarre bien, et donc voilà, crée un début d'optimisme sur le fait que nous sommes en train, entre guillemets, d'évoluer. Ce d'autant que nous nous sommes permis aussi d'introduire un conditionnement de certaines rémunérations versées aux professionnels au fait que dans les 3 ans, ils devront s'inscrire dans un exercice coordonné, ce qui permet aussi de symétriser à la fois un soutien pour ceux qui s'y engagent et aussi une incitation financière par de moindres rémunérations pour ceux qui ne s'y engageraient pas. Je voudrais terminer en abordant trois questions, celle des freins, celle de la méthode, pour essayer d'avancer, et enfin terminer sur mon sentiment sur les perspectives. D'abord, je commence par les freins, parce que des freins, il y en a. À la fois, moi, je suis frappé de voir que dans le dialogue que nous avons avec nos interlocuteurs, cette question de l'évolution des rémunérations n'est plus du tout un sujet tabou, et qu'il y a eu au contraire beaucoup de réflexions partagées sur le fait que si nous voulions améliorer nos organisations et nos pratiques, cela passait nécessairement par des évolutions de modèles économiques et de modes de rémunération. Il reste il y a aussi beaucoup de craintes et beaucoup de représentations, notamment, je dirais, chez les professionnels de santé qui ne sont pas des responsables syndicaux, qui sont un peu loin de tout ça, et qui peuvent évidemment à la fois être très attachés à la rémunération à l'acte, gage d'indépendance, et puis potentiellement dans la crainte que toute évolution vers des modes de rémunération type forfait ou équivalent puisse induire un certain nombre, je dirais, de mises sous tutelle. La mise sous tutelle de l'assurance maladie, j'entends souvent au travers sur le développement des CPTS, mais est-ce que les CPTS ne seront pas en réalité demain une sorte de piège mortel où toutes les rémunérations seront finalement globalisées et mises sous une forme d'enveloppe fermée globale qui seront confiées aux CPTS pour un territoire donné. Donc on a ce type de fantasme qui aujourd'hui est relativement encore présent dans les esprits. Mais aussi quand vous êtes sur des forfaits de prise en charge d'une pathologie chronique, la question, et qui forcément intéresse plusieurs professionnels, plusieurs professions de santé, et y compris peut-être demain dans des forfaits ville-hôpital, plusieurs structures d'exercice, la question de qui prend la main. Il va s'agir de redistribuer des rémunérations entre acteurs. Voilà. C'est déjà en soi très complexe, mais ça évidemment insécurise grandement les acteurs. Donc il faut
intégrer cela, savoir que ça existe et que c'est quand même encore relativement présent. D'ailleurs, moi, je suis frappé de voir que toutes les négociations que j'ai conclues, qui étaient porteuses d'évolutions un peu structurelles, aucune n'a été conclue avec la totalité des syndicats. Et chaque fois, j'ai vu des guerres syndicales s'opérer dans la foulée de ces accords qui démontraient que tout ceci n'était pas d'une simplicité biblique dans chaque environnement professionnel de chaque profession concernée. Quelle méthode? Et ça n'est pas sans lien avec mon point précédent. Moi, je ne crois pas du tout à la possibilité de faire bouger le système de manière contrainte, autoritaire, unilatérale. Je crois que la seule manière d'y arriver, c'est dans une logique assumée de co-construction. C'est à la fois la voie que nous empruntons par construction au travers des négociations conventionnelles, et c'est la voie que l'article 51 a aussi ouverte à sa manière. La voie conventionnelle, ça n'est pas une concertation, c'est une négociation. Voilà. Alors je me dépêche. Quant à l'article 51, quand on regarde la manière dont ça s'est fait, ce sont des projets qui ont donné lieu à une très longue co-construction. Deuxième condition, maîtriser la complexité, parce que tout ça est nécessairement, par définition, beaucoup plus complexe qu'une rémunération à l'acte, et il peut y avoir de la part des administrations, comme des pionniers en face de nous, des constructions qui vont vers une complexité qui, derrière, ne pourra pas être partagée par le plus grand nombre. Et donc, on a cette vigilance totale à avoir, accepter de s'inscrire dans du temps long, parce que quand vous bougez des modes de rémunération, vous êtes en prise de risque économique les uns et les autres, et vous devez avoir des rendez-vous et ménager des étapes. Et enfin, Natacha y faisait référence, savoir aussi, et ça c'est un gros enjeu pour l'assurance maladie, ajuster nos outils informatiques, parce que nous sommes amenés en réalité à embarquer une complexité par une multiplication des modes de rémunération auxquels nos systèmes d'information ne sont pas habitués. Or, à la fin des fins, il faut payer. Et si les acteurs voient qu'à la fin, on n'est pas capable de les payer, on a quand même un problème. Je termine donc par deux questions qui sont deux perspectives et deux questions. Vers quoi va-t-on? Je pense que la rémunération à l'acte, c'était un jardin à la française. Et on va vers un jardin à l'anglaise, avec une multiplication, une diversification, une sorte de foisonnement de possibilités. Jacques Battistoni disait, y compris peut-être en ayant des options, des choix possibles. Je pense que c'est intelligent à court terme, parce que c'est comme ça qu'on va y arriver. Ça posera à un moment donné quand même une question à moyen long terme de voir comment tout ceci quand même se rationalise un tout petit peu. Et la deuxième question que Jacques Battistoni a approuvée, tout ça nécessite toujours, quand vous regardez bien, un peu plus d'argent. Quand vous faites bouger les modes de rémunération, forcément, à la fin des fins, ça vous coûte un peu plus cher. Ce qui n'est pas du tout illégitime, et je pense que c'est nécessaire. Mais ça va poser aussi la question de savoir si dans le même temps où on consacre des moyens financiers à ces évolutions nécessaires, on est capable dans le même temps de trouver un équilibre avec des revendications classiques, parfaitement légitimes, mais potentiellement très coûteuses, qui portent sur le tarifaire de base. Voilà. Et ça, cette question est une question qui nous occupera, je pense, dans les prochains temps. Merci. Merci de cet exposé magistral. Il n'y a donc ni Big Bang ni main invisible, mais vraisemblablement un chef d'orchestre quelque part. Nous avons quelques minutes pour prendre des questions, parce qu'on a une contrainte horaire extrêmement rigoureuse qui nous conduira à interrompre à 12h30. Je vous demanderai d'ailleurs de récupérer vos manteaux et de pouvoir faire parce qu'on a une organisation au sein du Conseil qui est un petit peu compliquée aujourd'hui. Mais on a quelques minutes pour des questions, donc des questions brèves et des réponses, si possible, brèves également. Oui, une première question. Bonjour, je suis médecin généraliste en retraite. J'ai beaucoup apprécié effectivement les échanges.
Je voulais juste, comme question, apporter l'élément suivant, c'est-à-dire, ayant eu moi-même dans mon activité à la fois le paiement à l'acte, le côté salarial, étant devenu praticien hospitalier en gériatrie, dirigeant un secteur de coordination dans la tabacologie, etc., j'ai vu l'ensemble de tous ces systèmes. Je crois qu'il y a un principe fondamental qui est d'offrir au niveau des populations un système en rapport avec les besoins, c'est-à-dire que là où on travaille sur la précarité, bien entendu, le système libéral n'est pas très adapté. Dans la dictologie, c'est la même façon. Si on travaille dans un secteur bien particulier avec un renouvellement des maladies chroniques, le libéral et le paiement à l'acte est sûrement plus adapté. Donc il faut une grande flexibilité. J'avais juste une toute petite expérience travaillant à la DAS, dans les dom-toms. Je travaillais comme médecin vaccinateur. La porte s'ouvre, on me dit le médecin de telle île, une femme enceinte, le médecin généraliste ne peut plus exercer. Est-ce que le médecin salarié peut aller faire un remplacement de médecin libéral, vous voyez ? Eh bien, cette flexibilité d'il y a 30 ans a permis que effectivement, je ne sois plus payé à l'acte d'un seul coup comme ça, et que je puisse exercer un métier en rapport avec les besoins. Et je crois que c'est cette flexibilité-là qui est excessivement importante et nécessaire. On va prendre une deuxième question et une troisième, et ensuite on en restera là. Monsieur, je vous en prie. Oui, Jean-François Bousquin, je suis infirmier libéral dans le sud de la France. Suite à l'échange qu'il y a eu en avant du directeur d'ARS, où il disait qu'il était assez fier d'une forme de vélocité des professionnels de santé aujourd'hui, et qui contrebalance aujourd'hui avec les propos de monsieur le directeur, dans la mesure où on souhaite sur nos territoires faire appliquer une gouvernance productive, maison de santé, CPTS, des formes de nouveaux modèles pour nous, de new management, bien entendu. Il se profile au domicile à grands pas, et la région comme la mienne a signé un accord pour les multiplier à foison. In fine, on va se retrouver avec des exercices, et vous l'avez dit, par rapport à la norme qui pouvait freiner dans l'expérimentation la vélocité des chercheurs, des formes isonormées en quelque part, et c'est pile-poil ce qu'on est en train aujourd'hui de dénoncer à l'hôpital, dans la mesure que la norme a tué l'initiative, la responsabilité, le respect de l'ordre, dans la mesure où quand on vous met une tablette pour normer votre activité, vous ne regardez plus le patient. Alors moi, j'ai envie d'anticiper ces souffrances pour notre monde qui va très bien, le monde libéral, qui a bien entendu suivi toutes les évolutions et le fera demain. Mais pensez-vous pas que dans 15 ans, on va se retrouver ici et qu'on dira que le monde du domicile, alors même que les patients sont extrêmement satisfaits, l'art de soigner à la française, à mon sens, devrait être exporté. On fera des constats amers, et je ne souhaite pas, en tant que jeune professionnel, les faire demain. Merci. Dernière intervention, et puis la table ronde répondra, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. C'est une réaction. Donc, M. Revel vient de nous expliquer tout le travail qui est fait par l'assurance maladie, avec les médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes, infirmiers, kinés, avec des conventions qui intègrent à la fois de la rémunération et puis aussi des bonnes pratiques. Il y a un autre champ de l'assurance maladie qui est en croissance rapide, c'est la liste des produits et des prestations. Donc c'est un champ qui rassemble des pansements, des dispositifs médicaux, des verres de lunettes, des aides auditives. Je me suis présenté, peut-être pas. Louise Godino, président du syndicat des audioprothésistes. Des aides auditives. Et cette liste des produits et des prestations est en croissance rapide, au niveau bien au-dessus de l'ONDAM, je crois, sous l'effet notamment du vieillissement de la population, puisque a priori ces objets sont un moyen de maintien à domicile notamment. Et eux sont négociés tout à fait autrement, par le Comité économique des produits de santé, voire par la direction de la sécurité sociale directement. Et ils rassemblent à la fois des dispositifs délivrés par des non-professionnels de santé, les prestataires à domicile, mais aussi par des professionnels de santé, dont ma profession, qui aujourd'hui ressemble beaucoup à celle de mon voisin, parce qu'elle n'est pas mon voisin est chirurgien dentiste. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une évolution à prévoir peut-être
de certaines de ces professions vers une négociation complète avec l'assurance maladie qui a l'avantage d'avoir quand même une cohérence bien supérieure à ce qu'on rencontre aujourd'hui. Merci. Merci. Alors l'exercice est difficile, des réponses très brèves à des questions fondamentales, y compris sur l'avenir. Est-ce qu'on se retrouvera dans 10, 20 ou 30 ans dans cette salle, en tout cas certains d'entre nous, pour faire un constat amer. Je me retourne vers les membres de la table ronde. L'objectif des professions de santé demain, qui était notre thème, c'était justement d'éviter de telles dérives. Mais voilà, sur les 3 questions, l'adaptation des statuts, l'avenir de la médecine libérale et puis le droit commun des professions et des produits de santé. Monsieur le directeur général. Moi, j'ai pas de réponse ni de conviction sur la question posée par Monsieur Godinot sur le qui fait quoi. Aujourd'hui, moi, je ne vais pas avoir d'avis d'ailleurs sur savoir qui fait quoi entre CEPS et assurance maladie. L'assurance maladie est en partie prenante du CEPS par ailleurs. Sur l'assouplissement, la flexibilisation des statuts et des modes d'exercice, je suis moi intellectuellement très favorable. C'est un débat que nous avons d'ailleurs avec les syndicats médicaux et nous allons essayer d'en donner un premier début de traduction dans une ordonnance qui est en cours de rédaction par le ministère de la Santé sur la base d'une habilitation votée dans le cadre de la loi de juillet dernier pour essayer de réfléchir au cadre et statut d'exercice en assouplissant les frontières entre mode libéral et mode salarié. Enfin, 3e question, est-ce que tout ceci dessine, je dirais, une perspective sombre? Comment dire, on essaie de faire en sorte que non, c'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte, et j'ai essayé d'y insister, de se dire, premièrement, essayons de co-construire ensemble ces nouveaux modes de valorisation de l'activité qui cherchent à accompagner des évolutions nécessaires de vos modes d'intervention. Donnons-nous le temps de pouvoir, y compris, corriger les choses, parce que je pense que c'est toujours important de se dire, parce que tout ça, quand je fais une ode à la co-construction, ce n'est pas uniquement une pétition de principe, c'est parce que c'est aussi un sentiment d'humilité. Je pense qu'on ne sait pas tout. On voudrait faire, nous dessiner au sein du ministère de l'Assurance Maladie ce que devraient être les bons modes de rémunération de demain. Je pense qu'on se tromperait. Et donc, de le faire avec les acteurs est aussi une manière de se mettre en capacité d'être les moins approximatifs possibles et en étant convaincu qu'on va probablement devoir corriger dans la durée à l'épreuve des faits. Et je terminais par une interrogation sur est-ce qu'on doit tout renormaliser vite. Je pense que cette question viendra à un moment donné, mais comme je l'ai dit, pas tout de suite. Je pense qu'à un moment donné, il faut laisser vivre un éventail des possibles qui va probablement s'enrichir assez largement sous une forme d'options possibles. Et donc, ça, je crois, c'est de nature, et ce n'est pas du tout la T2A dont vous parliez dans les établissements sanitaires. On est sur, a priori, une autre perspective s'agissant du chantier dont on parlait. Merci. Alors, dans le temps qui nous est imparti, je vais donner le dernier mot, ça me paraît naturel pour une matinée consacrée aux professions de santé, aux médecins. Donc, Dr Battistoni. Je trouvais que c'était difficile de répondre aux questions qui étaient posées parce qu'effectivement, on pourrait partir. Il y a beaucoup de choses à dire sur un sujet aussi vaste. Je vous propose simplement en conclusion une toute petite grille de lecture qui nous convient bien depuis un moment et qu'on a souvent avancé dans des négociations conventionnelles. C'est une espèce de hiérarchie, sans jugement de valeur d'ailleurs, entre les prises en charge. Nous, on considère souvent qu'on prend en charge le patient, on prend en charge une patientèle et on prend en charge une population. Et on voit bien que notre système, avec, effectivement, je plaide pour de la diversité, de la flexibilité, surtout pas contraindre ou surtout pas obliger, parce que j'ai évidemment peur des résistances. Je crois qu'il faut plutôt convaincre qu'obliger. Si on est sur le patient, on voit bien qu'il y a des actes qu'il va falloir forcément valoriser. Et là, évidemment, je vais voir sourire Nicolas Revel, mais il y a des choses fondamentales pour la santé de la population, notamment les visites à domicile, qui doivent impérativement être valorisées. Chacun d'entre nous qui a des parents âgés, par exemple, mesure à quel point c'est important pour lui d'avoir une équipe de soins avec un infirmier, mais d'avoir aussi un médecin qui est en capacité de se déplacer. Et je sais bien que c'est un problème par endroit. Donc, la notion d'acte et de valoriser cet acte reste indispensable. Sur la notion de patientèle, on voit bien qu'il faut aller vers des forfaits de soins. Et une des questions ouvertes que je pose, c'est, et aussi pour Natacha Lemaire, avec qui j'aurai l'occasion d'en parler, c'est est-ce qu'il faut faire un forfait de soins groupé d'équipe ou est-ce qu'il faut faire un forfait de soins individuel
qui est évidemment en lien avec d'autres forfaits de soins pour d'autres professions. Ça, à mon avis, c'est un vrai débat et j'aimerais bien qu'on l'ait. Et enfin, sur la population, je voudrais revenir un tout petit peu sur le service d'accès aux soins. On voit bien que c'est une nouvelle responsabilité pour les professionnels de santé et notamment pour les médecins généralistes, que cette responsabilité populationnelle que nous n'avons pas eue en dehors du problème spécifique de la garde de nuit jusqu'à maintenant. Et donc, à responsabilité nouvelle, à mission nouvelle, il faut certainement des moyens nouveaux à travers un forfait service d'accès aux soins que j'appelle également de nos voeux. Merci aux 3 intervenants qui nous ont permis d'animer cette table ronde sur les rémunérations. Merci à vous d'avoir été participatifs et très attentifs. Et pour